Bonsoir, merci beaucoup d'être là et d'être venus si nombreux. Je m'appelle Achille Carangois, je suis journaliste pour la locale vaudoise du Courrier et je suis très content d'animer cette soirée avec les deux autrices autour du bouquin Undoing Race, racialisation en Suisse. Donc la soirée est organisée en partenariat avec Pôle Sud et les éditions Seismo. Et comme Pamela le montre, le bouquin est en vente derrière. 37 francs, c'est ça? Ouais. Pour 37 francs. La soirée est à prix libre. Pour dire quelques mots sur le bouquin, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, donc c'est un ouvrage qui se propose de questionner les significations de la race, de la racialisation en Suisse, à travers une analyse des héritages coloniaux et impérialistes, par exemple, de notre pays, l'évolution du racisme en Suisse et des résistances aussi à sa logique, autant par les mouvements sociaux antiracistes que le rapport aux arts, à la culture ou, comme ce livre, à la production de savoir. Et donc, pour cela, on a le plaisir de recevoir les deux des autrices de l'ouvrage. C'est un ouvrage collectif. Pamela Oene-Niako à ma droite, assistante doctorante en histoire contemporaine à l'Uni de Genève, et Anne Lavanchy, anthropologue et professeure à la HESO de Genève également. Donc merci encore une fois à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. Le format qu'on vous propose, c'est plutôt celui d'une discussion où j'ai préparé un certain nombre de questions plutôt ouvertes qui vous permet de discuter et moi de rebondir de, je sais pas, 30-40 minutes, on verra comment. Et ensuite, on ouvre la discussion avec vous et j'espère que vous aurez des questions, même si vous n'avez pas encore lu le bouquin. Je pense que c'est un thème qui est sujet à débat. Alors, peut-être pour commencer, j'avais pensé que ce serait bien, effectivement, comme c'est un ouvrage académique et puis qu'il y a des concepts qu'il faut un peu définir, introduire, donc introduisant les termes qui font un peu la colonne vertébrale de ce bouquin, puisqu'il analyse le racisme à partir des notions de race et ou, vous nous direz, de racialisation. Et donc, en quoi, c'est ma première question, le terme, disons, tabou de race s'articule au racisme et celui plus académique de racialisation s'articule également au racisme, voilà, peut-être en explicitant un peu les différences qu'il peut y avoir entre ces deux notions. Je commence, parce qu'on commence bien dans le vif. Déjà, bonsoir à toutes et à tous d'être là ce soir, ça fait vraiment plaisir. Et merci aux organisateurs de cette soirée, merci à Achille. C'est pour nous une occasion de justement faire cet exercice qu'on appelle de vulgarisation, que j'aime pas trop comme terme, mais en tout cas, voilà, de un peu revenir sur les idées principales qu'on a essayé de mettre en avant. Alors déjà, pour vous prévenir, autant Anne que moi, on intervient en notre propre nom, bien qu'il s'agisse d'un ouvrage collectif, car il s'agit aussi justement de l'expérience collective démontre qu'il y a des différences de perspective, et donc ce qui est peut-être vrai pour nous ce soir ne l'est pas forcément pour toutes les personnes qui ont contribué au livre. Donc voilà. Comme ça, vous savez. Alors, par rapport à... Et Anne, tu n'hésites pas à m'interrompre si c'est pas ça. Par rapport à la question... Alors déjà, le terme race, en effet, c'est un terme qui pose problème dans l'espace francophone, mais aussi germanique, en fait. Surtout germanique, d'ailleurs, parce que je pense que vous le savez, ce livre est paru dans les deux langues. Donc, il est autant disponible en allemand qu'en français. En français, on emploie le terme race au français. En allemand, l'équipe alémanique a vraiment insisté de ne pas utiliser l'équivalent en langue allemande et de préférer, en fait, la terminologie anglaise pour des questions aussi à la fois de débat, etc., qui ne sont pas encore résolus, mais aussi pour le coup de véritables enjeux légaux. Parce que selon où le livre sort, en fait, ça jouerait pas. À moins que le terme, dans sa version allemande, soit utilisé dans des archives historiques. Là, il est reproduit. Mais sinon, il n'est pas utilisé comme mot. Donc, en effet, terme en lui-même problématique. Et il est problématique parce que dans l'inconscient collectif, il renvoie très rapidement à cette idée de catégoriser. Alors, dans l'espace européen, la première idée en tout cas le premier événement historique qui vient et traumatique qui vient souvent à l'esprit, c'est la Shoah. Et puis il y a ce lien entre race égale potentiellement la catégorisation biologique de personnes et donc qui pourrait mener à une extermination massive. Et ça, bien sûr, personne n'en veut.
La raison pour laquelle il a continué à être employé, notamment dans les sciences sociales, c'était en fait de dire, alors bien que maintenant le terme en lui-même, race, ne figure plus dans des documents officiels et dans le discours officiel, parce que justement on a vu les effets concrets qu'il avait déjà fait auparavant, hein. Mais voilà, il y a les effets concrets suite à la Deuxième Guerre mondiale, pendant et suite. On enlève le terme, mais en fait, on ne considère plus les effets et sa permanence. C'est-à-dire qu'enlever le terme est vu comme un acte d'antiracisme en lui-même. Alors que les analystes ont dit non, mais en fait, il nous faut ce terme pour qualifier des mécanismes sociaux, des rapports de domination qui sont encore liés et qui produisent des effets qu'on appelle racisme. Donc comment est-ce qu'on peut parler de racisme si on ne peut pas employer un outil qui vient justement mettre en lumière qu'est-ce qui est en train de se jouer. Une manière d'y répondre avait été de remplacer le terme race par ethnie, mais c'est aussi débattable justement parce que déjà il s'agit aussi d'une construction. Si l'argument premier c'est qu'un mot produit des effets, ethnisation peut aussi produire des effets, et surtout la race renvoie à un passé très concret et à un présent très concret où il s'agit vraiment de la manière dont les personnes sont racialisées, pour introduire le deuxième terme, qui implique justement qu'il y a des systèmes de domination. Donc, race est vraiment l'outil conceptuel qu'on utilise en sciences sociales pour définir ce terme-là, de la même manière qu'on va utiliser classe, qu'on va utiliser genre, on utilise race. Et racialisation est un autre terme, en fait, qui va préférer mettre en lumière la manière dont les personnes sont différenciées selon le contexte. Donc race, certaines personnes ont argumenté qu'il s'agit d'un concept un peu trop structurant et ça fige les différences. Racialisation montre comment des processus, en fait, comment est-ce qu'on devient une personne racialisée, comment est-ce qu'on devient une personne noire, comment est-ce qu'on devient, sans s'en rendre compte, une personne blanche, avec les privilèges relatifs que cela engendre, etc. Donc racialisation insiste sur le processus et sur la dynamique. Race est un outil conceptuel à l'heure actuelle, mais qui, encore une fois, a son historicité. Un exemple qui m'est venu en t'écoutant, le terme race en fait apparaît à un endroit dans la loi de lutte contre le racisme, parce qu'il est interdit de discriminer quelqu'un en fonction notamment de sa race. C'est assez, je pense, emblématique du propos du livre que l'endroit où apparaît le terme race, c'est justement dans le cadre de la lutte contre le racisme. Et on voit que le tabou dont parlait Pamela, où il a été pendant longtemps impossible d'utiliser, enfin après la Deuxième Guerre mondiale, en français, d'utiliser le terme justement dans cette acceptation qui est académique, mais pas seulement, aussi militante. Et c'est en lien avec cette idée de racisme. Et il y avait cette idée que si on éliminait le terme, on éliminait le racisme, ce qui s'est avéré, bien sûr, erroné, qui s'avère complètement erroné. Et voilà, sur la présence du mot race. Du coup, pour venir à la spécificité du livre, pour quelles raisons vous avez pensé qu'il fallait parler de racialisation en Suisse? Qu'est-ce qui manquait dans le débat académique, politique, public? Ça nous a paru important parce qu'on est un certain... Alors nous, on est 2 parmi 7 éditrices et il y a encore plus d'auteurs, dont une autrice qui est là aujourd'hui. Donc on était beaucoup de personnes rassemblées dans cet ouvrage parce qu'on a en Suisse alémanique, en Suisse romande, commencé à travailler sur cette question de racialisation, des effets de discrimination structurelle, notamment par rapport à la racialisation. Et c'est un débat qui a été initié dans l'Académie suite à des mouvements de militants, de personnes directement concernées qui ont revendiqué l'importance de s'intéresser aux questions de racisme structurel en Suisse. C'est à la fois quelque chose qui a gagné, enfin un mouvement qui a gagné en visibilité académique, donc c'est moins exceptionnel, disons, d'en parler maintenant, mais il y a en même temps encore beaucoup de difficultés pour rendre les études liées à la racialisation vraiment opérantes et vraiment accessibles, d'où aussi l'idée d'avoir un livre en français, un livre en allemand, puisque la majorité de la littérature et même de beaucoup de nos écrits, des écrits des auteurs sont en anglais. On trouvait que c'était important
d'utiliser notre langue quotidienne pour qu'on comprenne aussi au quotidien quels sont les effets de la racialisation, les composantes du racisme structurel et ce que ça signifie. Ce que j'ajouterais, et là c'est l'historienne, mais parce que je vois à quel point c'est important de le dire, c'est que les personnes desquelles tu fais aussi partie, Anne, ont travaillé sur ces questions à partir des années 2010-2011. Je mets cette timeline en avant parce que vu la date à laquelle le livre paraît, je ne voudrais pas que vous croyiez, même si ce serait normal, que c'est à cause de la médiatisation de la mort de George Floyd, et puis du coup, maintenant, on va parler de racisme. C'est vraiment pour mettre en avant qu'en fait, ces questions dans l'espace public, tu as mentionné en effet les personnes qui se sont mobilisées sur le plan militant, associatif, à travers la culture, en tout cas à partir des années, pour les personnes afrodescendantes, les années 70-80, les personnes d'ascendance italienne, années 40, 50, etc. Enfin, je veux dire, ça a toujours été mis en avant comme quelque chose qui, même si dénié, nécessite d'être en fait verbalisé et mis en avant comme une expérience vécue, en fait. Peu importe le terme qu'on utilise pour la décrire. Donc voilà, les personnes, en effet, qui ont été à l'initiative de rassembler en fait des personnes qui étaient en train de produire de la connaissance là-dessus à un niveau universitaire, ont travaillé sur ces questions pendant un moment, ont déjà publié sur ces questions pendant un moment. Un ouvrage quand même en allemand, Postkoloniale Schweiz, mais en effet, des logiques universitaires qui poussent aussi les personnes à écrire plutôt en anglais qu'en français, en allemand. Et ce qui était intéressant, et c'était d'ailleurs le grand défi, c'était parler en français et en allemand fait qu'on reçoit aussi directement justement ce backlash de mais la race n'existe pas, pourquoi parler de ça, quel terme utiliser, etc. Et c'est finalement un défi, on s'est dit, on ne va pas l'éviter. Ça témoigne justement de la situation à l'heure actuelle, autant dans l'espace germanophone que roman. Donc une nécessité à la fois de thématiser ces choses, enfin de faire un bilan, c'était aussi ça notre idée, en fait, de vraiment faire le point de qu'est-ce que nos recherches nous disaient. Alors, pas nécessairement sur le plan, on n'a pas pu couvrir tous les aspects dans lesquels la racialisation opérait, mais vraiment avec un souci de se poser deux questions. Alors, pour nous, c'était assez clair que oui, la racialisation opérait, mais c'était vraiment de se poser la question, ok, on est d'accord que la race est un outil qu'on peut utiliser dans le contexte suisse, mais où est-ce qu'elle opère? À quel niveau est-ce que ça se joue? Quels sont les discours qu'il faudrait analyser sous ce prisme? Est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de s'opérer? Donc c'était vraiment un constant questionnement qui a fait que justement la réponse c'est oui, elle opère à différents niveaux qui sont justement le propos de chaque contribution et avec des spécificités pour le coup vraiment suisse, bien que dans sa construction, il s'agit vraiment d'une histoire transnationale et globale. Donc vraiment l'accentuation sur le contexte suisse est ce qui nous tenait vraiment à cœur, parce que justement, il y a tout ce discours, c'est de loin pas le seul pays à avoir ce discours, mais la Suisse, absolument pas, il n'y aurait rien de tel que le racisme. Alors vous avez anticipé ma question suivante justement sur, disons, vous avez dit la race comme concept, la racialisation comme processus. En quoi ça vous aide à analyser des spécificités de phénomènes suisses où on se dit on n'est pas comme en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Australie ou d'autres pays où les minorités ont été explicitement, juridiquement racialisées. Donc, qu'est-ce que ça vous avait permis de faire? Est-ce que vous avez des exemples personnels dans vos recherches, dans vos intérêts? Je commence pour ma part, j'ai été amenée à travailler sur ces questions de racisme et de racialisation à partir d'une recherche que j'ai faite, d'un terrain que j'ai fait dans les offices d'état civil en Suisse romande, où il s'agissait pour moi de comprendre comment des officiers d'état civil mariaient des gens et surtout dans quel cas ils ne les mariaient pas, où ils avaient des difficultés pour accepter une demande de mariage de couple. J'ai fait ça quand il y avait juste l'introduction du partenariat enregistré, donc j'ai peu d'informations sur le partenariat, mais c'est aussi intéressant. Et il s'agissait, c'était l'appareil conceptuel, disons, lié aux questions de la race, a priori c'était pas là-dessus que j'ai construit mon projet,
mais j'ai été un peu, à mon sens, un peu forcée, ou en tout cas amenée à considérer qu'est-ce que c'est que la race en Suisse et comment elle opère, à partir des observations et de ce qu'on m'a raconté à l'état civil, notamment, un exemple, toutes les observations autour des couples qui ne vont pas ensemble. Parce que l'état civil était amené, j'ai travaillé dans ce contexte-là, à mettre en application une loi enfin un article de loi, l'article sur le soupçon, qui disait qu'on ne pouvait pas marier, que les personnes à l'état civil ne pouvaient pas marier des couples dont la seule intention était en fait d'échapper à la loi sur les étrangers, donc avoir un titre, un permis pour être en Suisse. Et dans les faits, cet article s'est traduit comme en étant cadré, en fait, dirigé envers certains couples, dont des officiers me disaient mais on voit que c'est pas vrai. Et quand il fallait déterminer ou décrire ces couples, on me disait mais c'est une femme suisse avec un homme africain. Alors, c'est quoi une femme suisse, c'est quoi un homme africain? Il y avait beaucoup de difficultés à dire une femme blanche, un homme noir, mais en tout cas, c'était ce qui sortait. Et dans les faits, c'était les couples qui étaient les plus sujets à se voir refuser, ou en tout cas à entrer dans une procédure administrative différente et nettement plus lourde pour pouvoir se marier. Et c'est en fait le constat du terrain de qu'est-ce qui se passe à l'état civil qui m'a amené petit à petit à m'intéresser à ce corpus plus théorique et à comprendre comment la race est actualisée en Suisse, comme tu disais, Pamela, notamment par les administrations et par une administration, alors que je qualifie je qualifie d'universelle dans la mesure où en Suisse, l'état civil s'adresse à toutes les personnes qui sont domiciliées en Suisse, indépendamment du statut. Et c'est justement la perception de la différence qui était faite entre les personnes par une même institution qui m'a amené à prendre conscience de l'ampleur de la pensée racialisante et des discriminations qui étaient liées. Pour compléter ce que Anne disait, alors moi dans mes recherches, je pars du principe que le racisme et la racialisation sont opérants, et je me place en fait du côté des personnes qui sont victimes de ça, mais qui le contrent à leur manière. Donc je m'intéresse plutôt à justement comment ces personnes-là articulent la question du racisme et de la racialisation, etc. Donc je ne suis pas à l'analyse de, par exemple, comment justement dans des politiques comment est-ce que les politiques et les discours et les pratiques sont révélatrices en fait d'une manière d'internaliser en fait les différences justement entre personnes musulmanes, non musulmanes, personnes blanches, non blanches, racialisées, etc. Là où de manière générale dans mon quotidien le terme racisme et race permet vraiment de mettre en mots, parce que ce qui est encore une fois pas unique à la Suisse, mais qui est très prégnant en Suisse, c'est que justement, comme Anne, tu le disais, et comme on le voit dans notre quotidien, c'est que ça ne va pas être verbalisé tel quel. Ce serait peut-être plus simple de dire « je suis en train de discriminer telle personne parce qu'elle est noire, je suis en train de discriminer telle personne parce qu'elle est musulmane ». Ce discours-là, il ne peut plus être dit publiquement parce qu'il y aurait des répercussions légales, morales, directes. Donc, ce concept-là, cette manière d'analyser, parce que finalement, c'est un outil qui nous permet d'analyser, qui n'est pas là pour enfermer non plus la réalité du terrain, c'est juste on essaye de l'utiliser pour ses fins justement descriptives. Ça permet de décortiquer qu'est-ce qui est dit dans l'implicite, en fait. Justement, pourquoi est-ce que alors on dit Suissesse africain, c'est une autre manière de dire blanche et noire, mais qui serait plus passible. Ça sous-entend qu'une personne suisse serait nécessairement blanche et qu'une personne africaine serait nécessairement noire. Donc c'est un des outils qui permet justement de mettre en mots ce qui est dit de manière implicite et qui est très concrètement ressenti par les personnes qui en sont victimes. Et donc pour les personnes qui en sont victimes, ça donne un outil de juste mettre en mots aussi leurs expériences. Parce que souvent quand une personne subit du racisme, vu que c'est dans cette espèce d'implicite où c'est pas clairement dit je suis en train de te discriminer et puis le facteur de discrimination est nommé, elle aussi elle est face à l'implicite, et donc souvent la première réaction c'est
mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est eux? Il y a quelque chose de bizarre, je ne comprends pas. Et ça a un effet à la longue qui est extrêmement enfermant et qui peut même mener à des conséquences, alors physiques d'un coup, mais aussi mentales, où en fait on est toujours renvoyé au fait que mais en fait peut-être c'est nous qui sommes fous, parce que c'est pas clairement dit. Donc c'est un outil qui permet de révéler l'implicite de mécanismes qui sont très très opérants, très clairs. Je vais vous faire parler un peu d'une collègue, donc Noémie Michel, qui parle d'un racisme sans race. Je pense que vous en avez déjà un peu parlé, mais par rapport à un sujet en particulier, le profilage policier d'hommes noirs spécifiquement. Et l'ouvrage commence par la mort de Mike Ben-Peter, ici à Lausanne, à la suite d'une intervention policière. En lien avec ces thèmes-là, donc de profilage raciste, que les militants invoquent lorsqu'il y a ce type de mort-là, que les autorités nient en disant effectivement la personne est morte, mais pas de cause raciste. Comment le concept de racisme sans race, et puis voilà, votre ouvrage permet d'éclairer ce genre de débat? Justement, le racisme sans race est une manière de décrire le contexte suisse. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a du racisme, mais le terme même race est nié et le racisme même en contexte suisse est nié. Donc quand il y a en effet, vous avez en effet cité la mort de Mike Ben-Peter, plus récemment à Morges, il y a eu également le meurtre de Nzoï. Et là aussi, je prendrais plutôt cet exemple-là pour montrer à quel point il y a un problème en fait vraiment de perception du racisme. Quand Nzoï a été abattu, déjà, il a fallu un temps pour qu'on se rende compte qu'il s'agissait d'un homme racisé et afrodescendant. C'est en fait les personnes militantes qui étaient là. Non mais attendez. Là, la manière dont l'information est relayée, un homme a été abattu, certes, mais il s'agit d'un homme noir qui a été abattu. Et ça, on parle de l'année passée, donc après les manifestations, George Floyd, etc., où on s'attendrait à ce qu'il y ait une sensibilisation un peu plus accrue, en tout cas une nécessité politique de se dire, bon, bah là, il faudrait quand même qu'on agisse un peu. On n'en est pas là. Donc, un homme qu'on se rend compte finalement est noir, se fait abattre par la police à Morges, des informations contradictoires circulent, etc. Et jusqu'à maintenant, les personnes qui se mobilisent pour en fait décrier le fait qu'il soit abattu comme un meurtre sous base en fait sur la base du fait qu'il s'agisse d'un homme noir et que donc c'est pour ça qu'il a été abattu par balle. Il aurait pu être interpellé si l'argumentaire est que on voit dans les chiffres, même s'il n'y a pas de ressenti, mais on voit dans les personnes qui sont abattues que si une personne blanche ferait une crise psychotique dans la rue, elle est interpellée, elle est peut-être menottée et éventuellement placée en institution. Un homme noir qui est décrit comme faisant une crise psychotique à la gare de Morges, il est abattu. Donc là, la police, elle relaie des informations et c'est les personnes militantes qui sont en train de dire « Non mais attendez, l'homme est noir, vous l'abattez comme ça en pleine rue ». Et je dis personnes militantes parce qu'elles ont les outils et les mots pour, mais il y a même des personnes qui étaient témoins, des personnes qui ont filmé, qui étaient dans le train et qui ont dit mais il y a un truc qui joue pas là. Et on est en Suisse, à quelle fréquence est-ce que vous entendez des personnes se font abattre? Et pourquoi les personnes qui se font abattre se trouvent être principalement des hommes noirs qui sont vus comme dangereux, etc., ou mettraient en danger autrui, et donc ce serait une raison de plus pour les abattre. Donc là, c'est typiquement des situations où on voit les effets, on parle quand même de la mise à mort de quelqu'un, et d'un déni, où même la manière dont l'information est relayée n'est pas explicitée. Et donc, à chaque fois, ce que ça crée dans la conscience publique suisse, c'est que il y a des événements comme ça qui arrivent. C'est toujours aux États-Unis, mais si on commence là, depuis 2016, pratiquement chaque année, il y a un homme noir qui meurt en Suisse. On n'est pas en train de parler de profilage racial meurtrier en Suisse, d'un problème structurel de racisme policier en Suisse. Mais quand George Floyd se fait abattre aux États-Unis, voilà, c'est les États-Unis, etc. Donc on est au stade où le déni est tellement fort et engrainé dans il n'y aurait pas de racisme en Suisse, aussi parce que la manière dont l'information qui est relayée ne met pas cet aspect-là en avant, qu'il y a des événements comme ça qui arrivent et ils ne sont même pas articulés dans une généalogie beaucoup plus longue. Et donc on a cette impression que s'il y a un événement, ce serait même de l'ordre de l'exception. Et
ah bah non, c'est pas parce qu'il était noir. Dans le cas de Mike Peter, c'était un vendeur de drogue, donc c'est parce qu'il était criminel que. Dans le cas de Lamine Fati, ah bah voilà, il a été pris, on ne sait même pas quel était il a été pris pour quelqu'un d'autre, il meurt dans une cellule à la Blécherette de police, etc. Bon, bah voilà, c'est pas parce qu'il est noir, c'était une erreur, etc. Donc, un livre comme ça, et pas seulement un livre comme ça, mais les recherches et vraiment l'activisme des personnes qui subissent aussi le rejet social, parce qu'une personne aujourd'hui qui dit c'est parce qu'il y a du racisme, la plupart du temps, elle se fait rejeter. Ah, mais t'es parano, t'es trop militant, tu vois le négatif partout, c'est toi dans ta tête, etc. Donc, les personnes qui sont en train de porter, de pousser cette problématique-là, font en sorte qu'on essaye en tout cas de conscientiser la population en Suisse. Il y a un véritable problème et il ne faut plus fermer les yeux là-dessus, et l'argument que c'est toujours en train de se passer ailleurs est vraiment erroné. Et là, si vous voulez les chiffres, vous les avez, quoi. Si je peux rebondir aussi, donc il y a un problème, comme le montre Pamela, donc qu'est-ce que c'est que la mémoire, comment tout à coup c'est construit comme des événements sans lien les uns avec les autres, hein, ces différents meurtres, et en même temps, parce que tout ça c'est pas un grand complot, tout n'est pas cohérent, il y a quand même la réaffirmation que ce sont des personnes dangereuses qui restent de manière assez forte. Donc il y a ce double mouvement en fait d'une construction d'événements comme étant exceptionnels ou très très nouveaux, qui me fait d'ailleurs penser, j'anticipe peut-être de nouveau une autre question, aux questions générales sur lesquelles Noémie Michel a travaillé, donc une des contributrices, qui est et pas seulement Noémie Michel, aussi Jovita dos Santos Pinto, une autre collaboratrice, qui est sur la production active d'un oubli en Suisse de la présence de personnes non blanches ou noires. On a toujours l'impression que c'est une problématique nouvelle, parce que justement on n'avait pas de colonie, par exemple, hein, ça fait partie de la rhétorique. Et cela contribue à invisibiliser le fait que les personnes qui sont noires en Suisse ne sont pas toutes nouvelles, notamment qu'il y a des personnes suisses et noires. Pour reprendre mon exemple à l'état civil, une femme suisse, ça voulait dire blanche, mais en fait il y a plein de personnes non blanches qui sont suisses, qui ne sont pas migrantes. Et ce type de mise en récit dominant, je dirais, ou souvent médiatique, pas le courrier, non. Abonnez-vous et achetez le livre. Ce type de mise en récit contribue à produire activement un oubli de quelle est la réalité de la population et des personnes en Suisse aussi, et à survisibiliser des hommes noirs comme étant dangereux parce que trafiquants de drogue, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas qui dérangent dans l'espace public. Et j'ajouterais juste la dimension, pour le coup, parce qu'il y a toujours ça, il y a quelque chose qui s'inscrit aussi dans une dimension suisse plus générale, de toute façon, on doit aussi conserver l'idée que la Suisse est un pays où il n'y a pas de violence, où on ne tire pas dessus, où on est en sécurité, donc ça s'ajoute. Ce déni en fait de racisme s'ajoute à une nécessité générale de se penser et de continuer à se croire fortement en sécurité, que ce soit en sécurité économique, en sécurité de notre intégrité physique. Donc voilà, c'est là qu'on va dans les spécificités, en tout cas suisses, qui exacerbent certains traits liés au racisme. Quand on parle de racisme, forcément, on est en train de mettre en porte-à-faux tout le récit qui met aussi en confort les personnes. C'est-à-dire, ce déni, il est aussi là. Quand on voit les réactions de déni, des fois, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment un déni de qu'est-ce qui s'est passé, ou si c'est vraiment la personne qui a vraiment besoin de se raccrocher à son sentiment de sécurité, de faire partie d'un pays qui aurait des valeurs, etc. Et que ce déni est surtout une réaction de la personne qui est en train d'être mise face à... soit elle doit agir ou justement garder sa bonne conscience pour rester dans sa zone de confort. Et j'aimerais dire quand même,
vous me direz, vous me corrigerez. Le débat, par exemple, sur les monuments historiques ou le rôle de la Suisse ou de certains Suisses dans le colonialisme ou dans l'impérialisme, c'est quand même un débat qui est maintenant, bon, académiquement, ça date, mais dans l'espace public, qui est là depuis 5, 6, 10 ans. Est-ce qu'il y a une avancée par rapport à ça, par rapport à une certaine reconnaissance du rôle du racisme en Suisse? Et peut-être un exemple pour vous faire répondre, puisqu'il y a un chapitre sur l'ex-conseiller national Thilo Frey, donc qui était conseiller national PLR, enfin, Parti radical à l'époque, première conseillère nationale neuchâteloise métisse. Donc voilà, il y a une analyse assez serrée de la réception de sa personne dans le bouquin que je vous invite du coup à lire. Elle a quand même été célébrée. Alors, c'est un peu critiqué de la manière dont elle a été célébrée dans le livre, c'est assez intéressant, mais elle a quand même été célébrée lorsqu'on a commémoré sa mort et puis son rôle dans l'espace public. Donc, est-ce que pour vous, ça commence un peu à bouger sur ce plan-là, sur le plan donc, de la reconnaissance du rôle de la Suisse ou de la Suisse dans le racisme? Je commence vite. Oui, d'un côté, oui, ça bouge. Bien sûr, il y a eu effectivement cette inauguration d'un espace Thilo Frey à Neuchâtel. Il y a des questions par rapport à des statuts. Il y a un travail très bon qui parle de l'inscription d'un bâtiment juste là où c'est écrit denrée coloniale, qui a été fait par une personne présente dans la salle, avec l'analyse de quand cette inscription a été faite. Et donc, il y a une réflexion en dehors, disons, académique qui se fait sur quelles sont les traces, notamment de l'impérialisme, de la colonisation en Suisse. Maintenant, moi, j'ai envie d'intervenir ou de mentionner les questions de blanchité et de privilèges qui sont liées. Qu'est-ce que j'entends par là? La question des privilèges, c'est un peu ce que décrivait Pamela en disant c'est plus facile pour les personnes qui ne sont pas directement visées, marquées par la différence raciale et par le racisme, de se penser en termes d'habitants d'un pays sûr, d'un pays un peu en dehors quand même des grandes crises mondiales. Mais c'est un privilège qui est réservé à une partie de la population en Suisse et pas à tout le monde. C'est justement le privilège des personnes qui ne sont pas dans la rue marquées par la différence, donc qui sont invisibilisées en tant que personnes de couleur de peau blanche. Et du coup, au-delà de la réflexion, qui est aussi beaucoup une réflexion historique, qui est peut-être aussi une autre manière de mettre ça un peu à distance, de mettre le racisme un peu à distance. Il y a des manifestations Black Lives Matter, surtout quand George Floyd est assassiné aux États-Unis, et on revient sur le problème du racisme structurel et des privilèges quand c'est en lien aussi avec une certaine histoire. Et c'est hyper important, mais ça ne... Voilà, le problème actuel existe encore, et comment on en prend la mesure et comment on peut lutter contre la perpétuation de certains privilèges est encore une question ouverte. Alors, sur ce débat, je trouve que c'est hyper intéressant de voir encore une fois la manière dont les initiatives se sont mises en place, pourquoi elles se sont mises en place et comment est-ce que c'est relayé et ensuite débattu. Alors, sur cette question de est-ce qu'il faudrait renommer, alors enlever certains monuments, les renommer certains noms de rues, parce que ce débat en fait sur le passé colonial suisse, il a lieu en parallèle avec le mouvement de renommer ou de féminiser les noms de rues. C'est très intéressant, étant femme et noire en Suisse, de voir le traitement très différent et en même temps des fois qui se recoupent sur la manière dont les deux choses... On ne va jamais parler de cancel culture quand il s'agit de féminiser les noms de rue. On va trouver d'autres explications extrêmement sexistes pour empêcher cette initiative-là de bouger. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la rapidité avec laquelle des mouvements qui eux-mêmes se nommaient de décolonisation, de prise de conscience, de justement mettre en avant, dans le contexte suisse, une des premières initiatives qui a vu le jour,
dans les années 2000, c'était Coopération. Et Coopération, c'était en fait une association composée de personnes racisées et blanches qui voulaient réinscrire par des visites guidées à Neuchâtel l'impact en fait à travers, enfin en montrant en fait, en amenant les personnes à différents lieux à Lausanne, à Neuchâtel pardon, de Purie a fait telle et telle chose, mais on le présente sur un autre angle. Pareil avec De Pourtalès, etc. Donc c'est vraiment des initiatives civiles de la société civile qui avait vraiment une volonté d'éduquer et de justement non pas renverser, mais vraiment réparer les conséquences humaines et économiques de la traite négrière dans ce cadre-là. Donc les personnes qui se saisissent de ces questions, c'est des personnes qui, encore une fois, la plupart du temps, subissent, en tout cas, sont témoins de racisme structurel et qui voient et qui font le lien très clair entre la manière dont il y a des monuments, un certain patrimoine qui est laissé comme ça de manière inquestionnée et qui est en fait révélateur de cette histoire-là. Donc c'est des mouvements qui se nomment décoloniaux, antiracistes, citoyens, et où la volonté n'est pas de créer une espèce de guerre, de je ne sais quoi. La terminologie qui a été récupérée, parce qu'on accuse souvent les personnes qui luttent contre le racisme d'importer des problèmes états-uniens ou d'ailleurs, en fait c'est les antiracistes qui amènent le racisme en Suisse, parce que la Suisse il n'y aurait pas de racisme, donc on importe le racisme des États-Unis en parlant du racisme en Suisse. Non mais on rigole, mais c'est vraiment ça, hein. Des fois on a l'impression d'être fou quand on est là-dedans. Ce qui est hallucinant, et là pour le coup c'est les médias, c'est pas le courrier mais c'est les médias, quand il s'agit maintenant de parler dans l'espace public de ces questions-là, à quoi ressemblerait une société où quand on amène ces enjeux sur la table, il y a des personnes citoyennes qui sont en train de remettre en question cet héritage-là dans leur manière d'agir. Voici leurs revendications, et là on commence à parler de ces questions. N'importe quelle personne qui est introduite à ces questions en disant voilà, c'est des fous qui veulent déboulonner des statues parce qu'ils ne sont pas contents, et on appelle ça la cancel culture. Rappelez-vous l'autodafé, et en fait ça crée vraiment un problème de communication, mais au sens très premier du terme, qui forcément crée des crispations, et on est en train de considérer ce mouvement, on nomme ce mouvement-là à travers le terme de cancel culture, qui est un terme qui a émergé en France, que je ne sais pas comment il a été récupéré en Suisse, ni pourquoi. Et c'est sous ce terme-là que maintenant certains journalistes nous contactent. Voilà, on va parler de ça, est-ce que vous voulez participer? Absolument pas, en fait. Donc, il y a des avancées qui est la raison pour laquelle je donnais l'exemple de Coopération, c'est pour vous montrer que, encore une fois, c'est des initiatives qui datent depuis un moment, et la raison pour laquelle elles sont en train d'avoir lieu. Souvent, les institutions sont entre guillemets en retard par rapport à ces questions-là, et c'est justement la société civile qui les pousse en disant, par exemple récemment à Zurich, en fait, il y a quand même un problème avec ces noms de rues, il faudrait les renommer, et donc l'initiative a été de renommer ce qui est public, ils peuvent le faire, mais pas ce qui est privé. Donc il y a en effet des avancées, et ce qui est en effet triste de considérer, et c'est peut-être aussi en ce sens que, encore une fois, ce livre, dans le contexte de mouvements beaucoup plus larges, et je pense pas que ce soit un livre qui va changer la donne, mais des analyses qui sont proposées cherchent vraiment à éveiller ces thématiques-là dans une perspective suisse. S'il faut toujours qu'il y ait un événement médiatisé des États-Unis pour créer des moments catalyseurs, pour qu'il y ait certaines avancées, et puis qu'en fait, on le voit, ça crée un changement parce qu'il y a une nécessité politique à un certain moment, et puis en fait, on ne va pas jusqu'au fond des choses. La preuve, on ne va pas aborder le meurtre de Nzoï. On n'est pas en train de créer de véritables avancées. Donc, il y a une nécessité de vraiment comprendre pourquoi ces revendications et ces mouvements ont lieu dans un contexte suisse, selon les réalités suisses, pour justement qu'on prenne une conscience très clair et qu'on aille de l'avant et qu'on sache qu'est-ce qui est en train d'être demandé et revendiqué et pourquoi. C'est une horde de fous furieux qui n'ont rien d'autre à faire que de renommer des rues et déboulonner des statues. Et réécrire l'histoire. Parce qu'en plus, ça, c'est le comble de l'audace. Ça, c'est le comble. Non, mais je tiens à l'insister. Ça, c'est le comble de l'audace. Quand des personnes parlent, et je pense que tu seras d'accord avec moi, quand on parle de l'histoire coloniale de la Suisse, mais vous revenez toujours sur le passé, etc. Quand on dit, il faudrait quand même renommer des statues, on va vous faire un cours d'histoire, et on va mettre une plaquette qui explique l'historique, parce que finalement, c'est vous qui voulez nier l'histoire. Donc, on est toujours dans des délégitimisations
des personnes qui ont sincèrement envie que les choses avancent pour le mieux. Faire de l'antiracisme, c'est pas cool. On dort pas. Si on dort. Merci. Anne, plus spécifiquement, vous parlez de racialisation et genre en Suisse dans un des chapitres. Vous en avez déjà parlé un petit peu avant et vous mobilisez le concept de blanchité que vous avez utilisé avant. Peut-être, est-ce que vous pouvez revenir sur ça avec un ou deux exemples que vous avez dans ce chapitre-là? Déjà, c'est un chapitre que j'ai coécrit avec une collègue, Patricia Pourchère, donc ce n'est pas mon chapitre à moi toute seule. C'est notre chapitre où, à partir de nos recherches respectives, on a eu envie de thématiser les questions d'intimité, la manière dont l'intimité en Suisse est politique, voilà, ça c'est plus très très nouveau, et lié à la question des privilèges et de la racialisation. Alors moi, pour parler plus de la partie que j'ai écrite moi, c'est en lien avec les réflexions que j'ai eues suite au travail en tant qu'anthropologue que j'ai fait à l'état civil, dont je vous ai déjà parlé. Et il a surgi quand même de manière assez importante cette question de comment parler justement de cette majorité silencieuse, invisibilisée, qui a le privilège de penser qu'elle est universelle, qu'elle a écrit la bonne histoire de manière correcte. Et c'est là que le concept de blanchité développé dans le chapitre, donc la blanchité comme idéologie, comme représentation de soi, mais aussi au niveau personnel, mais surtout aussi au niveau de la nation suisse. Comment cette idée d'une nation suisse est liée à la représentation du fait que les personnes suisses naturellement, normalement, sont blanches et ne sont pas le fruit de, je sais pas, de soubresauts historiques bizarres comme la colonisation ou l'immigration actuellement. Et ça, c'est en lien très fortement avec une question de genre, car quand je vous ai dit que le couple bizarre, a priori soupçonné par les officiers ou les officières d'état civil, c'est une femme blanche, un homme africain, une femme suisse, un homme africain. Les traitements de couples de femmes entre guillemets africaines et d'hommes entre guillemets suisses étaient assez différents. Donc en fait, on ne peut pas analyser selon nous les questions de racialisation en Suisse sans voir comment elles sont en lien avec un autre type de marqueur lié au corps, qui est celui du genre, et toute la construction en Suisse de qu'est-ce que c'est que la bonne féminité et la bonne masculinité. Et ça, on le voit aussi historiquement simplement par les lois, hein, jusqu'à relativement récemment quand même. 1982, une femme suisse qui épousait un homme non suisse perdait sa nationalité. Elle perdait sa nationalité parce qu'on estimait qu'elle appartenait à son mari et non plus à la nation suisse. Et ça montre bien que pour construire une véritable nation suisse, la question du genre est extrêmement importante. Et c'était ce type d'argument qui était mobilisé, ou qui était, parce que ça fait un petit moment que j'ai fait la recherche, je ne sais pas si ça a changé, je ne pourrais pas dire, concernant le soupçon ou le fait que des couples n'étaient pas considérés comme ayant une demande légitime pour pouvoir se marier, c'était qu'il fallait protéger la nation, on me l'a dit comme ça, hein, il faut protéger la nation et protéger aussi ces femmes qui sont crédules. Donc ces femmes suissesses blanches construites comme étant pas tout à fait des nationales, parce qu'en fait elles sont susceptibles d'aimer des gens et du coup de prêter allégeance à des gens qui ne sont pas de chez nous. Ça devient un danger à la fois pour elles, parce que comme on sait que les autres sont beaucoup plus sexistes que nous dans les représentations, hein, je le dis avec ironie, elles se mettent en danger, mais elles mettent aussi en danger la nationalité suisse parce que potentiellement elles introduisent des gens extérieurs à l'intérieur de la nation et elles peuvent avoir des enfants même avec ces gens-là. Qui seraient pas blancs, et des gens qui peuvent être aussi naturalisés, puisqu'on a tout un processus légal de naturalisation
qui s'appelle « Facilité par le biais du mariage », pas par le biais du partenariat enregistré, justement, qui montre bien qu'il y a une articulation assez forte entre les questions liées à la racialisation et au patriarcat, au sexisme, qui s'articulent vraiment pour construire l'idée d'une blanchité idéale, mais qui est surtout celle des hommes blancs, même si les femmes blanches sont aussi marquées par les privilèges. Y compris, si je me souviens bien dans le chapitre, de missionnaires suisses qui vont expliquer ça ailleurs. Enfin, en Afrique, si je ne sais plus. Oui, alors c'est dans la contribution, la partie de l'article, la contribution de Patricia Pourchert, effectivement, elle met en regard des illustrations historiques du journal L'Illustré, enfin Schweizer Illustrierte, où il y a un discours sur le progrès en Suisse, sur la modernité en Suisse, qui oppose des images de femmes, une femme blanche qui, pour avoir de l'eau, tourne un robinet dans sa cuisine, alors que des femmes, c'est oriental, je crois, dans la légende de la photo, doivent aller au puits. Donc il y a toute une construction qui est vraiment là liée effectivement à l'espace intime, à l'espace de la maison, le progrès qui est celui de la femme qui reste à la maison, qui est présentée comme étant une ménagère, par opposition à cet ailleurs fantasmé où les femmes sont dehors et vont chercher de l'eau, non pas le confort, mais sont aussi à l'extérieur. Merci. Et Pamela, je rappelle aussi que vous êtes la cheville ouvrière de la plateforme littéraire Afrolite. Peut-être vous pouvez nous en parler et puis je poserai la question comme ça. Revenir sur, vous en parlez dans votre chapitre, l'importance de lire, écrire, un lien avec la culture dans la conscientisation en fait, face au racisme et contre le racisme. Alors, je parlerai d'Afrolite juste dans le cadre de ce que ça m'a permis en fait pour, enfin, l'occasion, enfin, ce que ça a initié en moi comme questionnement pour justement la contribution à cet ouvrage. Donc, Afrolite est une plateforme créée en 2016. Et ce qui était intéressant, donc je n'avais pas nécessairement d'expérience de groupe littéraire ou de book clubs dans l'espace suisse, donc je n'avais pas nécessairement une idée, représentation du type de public qui assistait à ce genre d'événements. Et donc, quand j'ai lancé les premières initiatives, ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'il s'agissait d'un public à 98% féminin, cisgenres, donc des femmes qui s'identifient avec l'appareil génital avec lequel elles sont nées, en grande majorité afrodescendantes, noires, et des fois 50-50 avec des femmes blanches. Et au cours des années, ce qui était intéressant, c'était de voir comment les personnes blanches présentes soit posaient la question, est-ce qu'elles ont le droit d'être là ? J'étais là, c'est pas écrit interdit ou en non-mixité choisie, ou en tout cas si elles étaient là, sentaient que voilà, pour une fois, elles étaient en minorité et elles sincèrement, elles venaient vers moi en me disant que c'était des rares occasions en fait où elles se trouvaient dans ces positions-là. Donc ça fait juste le lien avec la question de la blanchité, où c'est dans des situations où elles sont juste en minorité numérique, parce qu'une fois qu'elles sortent de cet espace, elles bénéficient de tous les privilèges de la société suisse. Hein. Donc c'est juste le fait d'être tout d'un coup dans un groupe où on est la seule personne blanche, qu'on se dit souvent, c'est je me rends compte de éventuellement qu'est-ce que ça pourrait faire quand on est issu d'une minorité en Suisse. Et ce qui était intéressant, alors ça c'était pour du coup les personnes blanches, ce qui était intéressant du côté des personnes noires, c'est que certaines avait implicitement espéré en effet qu'il s'agissait peut-être d'un groupe entre personnes noires pour enfin pouvoir discuter sans avoir besoin, donc discuter de leurs conditions de femmes noires sans avoir nécessairement besoin de se justifier ou trouver les bons mots pour un public qui serait mixte et qui ne vivrait pas nécessairement ces questions-là. Donc c'était intéressant parce que en ouvrant cet espace-là, je le voulais mixte mais radical. C'est-à-dire que tout le monde peut y participer, mais bien sûr, il ne s'agit pas d'un espace où les propos racistes, homophobes, etc. peuvent être dits sans être contrecarrés.
Et c'était intéressant de voir que finalement, ça intervenait dans un contexte social où ces besoins étaient mis en avant. Et donc, ça m'a posé la question parce que, à titre personnel, mon rapport à la littérature noire était justement un rapport assez thérapeutique. Ce qui était intéressant pour moi de constater à travers ces groupes littéraires, en entendant justement les retours de femmes afrodescendantes, c'est qu'il y avait quelque chose qui se jouait pour elles également dans cet espace-là, qu'elles ne trouvaient pas nécessairement dans des événements qui étaient plus grand public ou éventuellement, en effet, elles se retrouvaient en minorité numérique et racialisée, par exemple, dans un espace comme ça. Ou pour une personne noire qui rentre dans un espace comme ça, même si la thématique peut être intéressante, elle peut quand même se sentir genre, ouais, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir dire tout ce qu'on veut dire? Parce qu'on n'est pas très sûr. Donc c'était intéressant de voir qu'il y avait une attente qu'un espace comme Afrolite s'inscrive dans ce besoin-là. Et donc, c'est en entendant ces récits que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer, j'ai envie de creuser un peu plus profondément. Donc, ça a fait l'objet d'une première contribution pour un livre qui est paru en anglais. Et donc, quand justement j'ai été approchée par les initiatrices du livre, dont Anne en faisait partie, je me suis dit, ça peut être l'occasion. C'est une recherche qui porte pour le coup sur le terrain suisse, qui n'est pas une recherche que je mène dans le cadre en plus de ma thèse, mais ça me permet de creuser, notamment aussi, faire des comparaisons avec le contexte suisse-allemand, etc. Et puis de creuser, et surtout de l'articuler en français, en français et ensuite plus tard qui sera traduit en allemand pour justement un public suisse. Et ce qui est intéressant, donc je me suis intéressée à finalement pourquoi est-ce que les personnes noires lisent de la littérature noire. La raison pour laquelle je me suis posé cette question, c'est que je voyais qu'il y avait une différence de quand elles lisaient de la littérature noire et quand elles lisaient de la littérature qui ne dit pas ce nom, qui ne s'appelle pas comme ça, mais qu'on va qualifier de littérature blanche. Et quels étaient les besoins ou les attentes qui étaient assouvies quand elles lisaient ce genre d'histoire-là, tout en lisant aussi les autres. Et c'était la question qui m'intéressait vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la littérature noire qui les faisait se sentir bien, pourquoi elles se saisissaient, elles étaient friandes de cette littérature-là. Je me suis aussi ensuite intéressée aux personnes qui écrivaient, parce qu'il se trouvait qu'il y avait des personnes qui étaient à la fois lectrices de littérature produite par des personnes noires, mais aussi qui écrivaient. Et souvent, elles étaient lectrices, et c'était parce qu'elles lisaient de la littérature produite par des personnes noires que ça les stimulait aussi à écrire en tant que personne noire en Suisse. Et ce qui a été intéressant, c'était de comprendre qu'il s'agit d'un des outils de résistance pour les personnes qui sont lectrices de manière générale, donc ça ne veut pas dire qu'elles lisent que ça, mais pour des personnes, femmes qui lisent cette littérature, c'est souvent des outils qui, parce qu'ils ne sont pas inclus dans les cursus scolaires, qui ne sont pas nécessairement inscrits dans la culture de manière générale, dans les musées, dans l'événementiel, etc., que c'était une manière, en fait, de se sentir soit valorisé, soit validé dans les expériences, et une manière alors elles ne l'ont pas nommé comme ça, mais c'était intéressant aussi de voir finalement contre quoi elles disaient, mais parce qu'on n'est pas là, ou parce qu'on ne parle pas de nous, etc. Je me suis dit, c'est comme révélateur d'une hégémonie culturelle blanche, où finalement, ces histoires-là, ces personnages-là ne sont pas mis en avant, et donc c'est ressenti comme un poids contre lequel il faut, si ce n'est se battre, en tout cas trouver des alternatives, que ce soit pour soi ou aussi pour les enfants. Par rapport à l'écriture, ce qui était intéressant, c'était que pour beaucoup d'entre elles, c'était une manière justement de, entre guillemets, répondre de manière créative et affirmative à ce fameux, prendre le contre-pied de la fameuse question d'où est-ce que tu viens, qui finalement crée un flottement. C'est de dire, en fait, nous sommes de Suisse, mais notre expérience en tant que Suisse sera différente de l'expérience d'une personne suisse blanche qui peut-être trouvera même outrancier de revendiquer sa nationalité suisse parce que ce serait vu comme du nationalisme, etc. C'est pour des personnes qui sont toujours renvoyées à une espèce d'extérieur qui souvent est censé être attaché à l'Afrique, alors que pour beaucoup des femmes interrogées, elles ont au minimum fait leur école obligatoire en Suisse, et elles ont la quarantaine, donc elles ont passé la plupart de leur vie en Suisse. C'est de se dire, mais on doit écrire sur nous, nos vies, et à travers l'écriture, en fait, elles sont déjà là, mais c'est de se dire suisse, mais noire en Suisse.
Et là aussi, c'était pour moi une manière de voir l'écriture, bien sûr comme un processus créatif qui parle à certaines personnes et pas à d'autres, mais aussi comme un dispositif de résistance où le fait d'écrire, de savoir qu'il y a une espèce de trace de sa présence est une manière de contrecarrer les tentatives d'invisibilisation qu'elles subissent. Merci. Moi, je résume un peu l'axe de tous les chapitres comme une critique du manque de visibilité du racisme dans sa dimension structurelle, institutionnelle, sociale, en fait, qui dépasserait en fait la vision d'un racisme comme un préjugé individuel de personnes isolées, de propos isolés. J'ai vu que le dernier numéro de la revue Tangram, donc la revue de la Commission fédérale contre le racisme, consacrait en fait son dernier numéro au racisme structurel. Et alors que plein de fois dans le bouquin, je lisais qu'il n'y a pas de reconnaissance du racisme structurel. Donc je vous demande, est-ce que l'antiracisme est devenu vraiment institutionnel ? Effectivement, oui, il y a un numéro sur le racisme structurel qui est sorti. Ça a été pendant longtemps impossible, en fait, jusqu'à même maintenant, par rapport à Tangram, la Commission fédérale contre le racisme, d'appréhender le racisme en dehors des actes racistes, voilà, auxquels le racisme est souvent réduit, donc des actes de personnes qui peuvent être qualifiés d'ayant peu d'éducation ou ayant un parti politique particulièrement xénophobe, que sais-je. Et du coup, l'impossibilité pendant longtemps quand même d'appréhender la dimension beaucoup plus protéiforme des discriminations raciales en Suisse. Donc il y a ce numéro, il y a ce début de prise de conscience qui reste, encore une fois, qui est extrêmement nouveau. Certaines des éditrices de ce livre, on a participé il y a quelques années à Neuchâtel, justement. Il y avait toute une réflexion autour de Purie. Et à cette occasion-là, plusieurs organisations de personnes qui luttent contre le racisme, notamment les personnes du CRAN, étaient là et ont interpellé la directrice ou la présidente de la Commission fédérale contre le racisme en disant mais en fait il y a un problème en Suisse quand même, c'est qu'il est extrêmement difficile d'appréhender l'ampleur du racisme quotidien vécu par les personnes, notamment parce qu'il n'y a pas de statistiques. Et à ce moment elle a dit mais ça c'est clairement, il n'y aura jamais de statistiques ethniques en Suisse. Donc, elle a utilisé le terme ethnique par rapport à la demande ou à la mise en exergue par les associations, les groupes de lutte contre le racisme, qu'on manque de données, en fait, qui est justement un des éléments quand même qui montre la dimension structurelle de l'invisibilisation du problème du racisme en Suisse. Par rapport à cette question, bien sûr que c'est intéressant d'avoir un numéro sur le racisme structurel qui vient justement de la Commission fédérale contre le racisme, mais de manière extrêmement prépondérante, et je trouve que c'est assez significatif, toutes les questions qui sont liées à la lutte contre le racisme restent même institutionnellement, mais aussi dans les idées, liées à une question qui relèverait des administrations qui gèrent les étrangers ou l'intégration ou les migrants. C'est-à-dire que si on veut, par exemple à Lausanne, dénoncer un acte raciste, il faut aller au bureau c'est quoi le bureau de l'intégration ? Je ne sais plus à Lausanne, comme je travaille à Genève, je ne sais plus les termes. Le BLI, voilà, le bureau lausannois, merci. Ce qui montre bien la persistance même dans la structure même des institutions qui luttent contre le racisme, de cette idée que le racisme est quelque chose qui est vécu par des personnes qui sont migrantes ou qui sont étrangères. Et donc, voilà, il y a ce numéro qui est sorti, il est très récent, on va voir ce que ça donne, mais je pense, et moi y compris, de prendre la mesure de l'ampleur du racisme structurel, mais surtout de trouver des pistes de comment sortir à plusieurs niveaux, ça peut être aussi extrêmement quotidien. Il y a encore pas mal de travail, et comme le disait Pamela, justement, c'est quelque chose de reconnaître dans une revue
qu'il y a du racisme structurel en Suisse, mais comment on fait au quotidien pour accepter en tant que personne blanche, par exemple, de reconnaître qu'on a des privilèges et de voir comment on peut faire pour renoncer à certains privilèges. Et ça, je pense qu'il y a encore un défi assez énorme dans notre société, même s'il y a un numéro sur le racisme structurel qui est sorti. Par rapport à la reconnaissance du racisme structurel, je pense, je n'ai pas analysé les raisons de manière systémique, mais qui dit racisme structurel dit que c'est beaucoup plus ancré que ce qu'on voudrait. Parce que si c'est limité à des actes individuels, ben un mécanisme, ce serait, et ce n'est pas pour autant qu'il fonctionne, mais c'est de dire, bon, ben c'est une personne individuelle, isolée, il suffit de passer par un régime punitif, et puis voilà, c'est réglé. Quand on commence à parler de racisme structurel, c'est, si c'est dans les structures, il faudrait soit les réformer, quitte ou alors les changer, selon à quel point c'est engrainé dans les structures. Et forcément, ça crée beaucoup plus d'inconfort, de nécessité de repenser les choses. Et voilà, ça demande plus d'efforts. Et on voit que dans toutes les luttes, qui dit effort et penser les choses jusqu'au bout, en principe, c'est pas ce qui a lieu. Donc, je pense qu'en effet, une des raisons pour laquelle ça prend autant de temps, c'est que les conséquences, un État qui reconnaîtrait du racisme structurel est indirectement un État qui reconnaîtrait aussi que ses institutions sont racistes, et ces institutions qui sont non seulement certaines qui redistribuent l'argent des impôts, et des institutions qui sont censées protéger, guérir, etc. Donc reconnaître à ce niveau-là qu'il y a du racisme, pour un État, c'est compliqué. Alors, c'est un pas en avant qui est une proposition, en effet, de la part de la Commission. Encore une fois, c'est une proposition qui, même si c'est bien qu'elle vient, elle intervient bien plus tard que la société civile qui était en train de le dire depuis des décennies, des autres recherches qui étaient en train de dire. Donc, encore une fois, c'est à quel point est-ce que les institutions peuvent être au devant de ces questions et pas toujours à la traîne d'une moyenne de 10 ans de « ah bah oui, on va reconnaître ». Et après aussi, quelle est la marge de manœuvre de la commission ? Et c'est souvent aussi une critique qui est faite, que ce soit la commission ou le service, c'est que leur mandat se limite pour le moment à faire des études, faire des recommandations, être dans des mécanismes de conciliation. Donc voilà, est-ce que c'est ces mécanismes-là qui permettent des prises de conscience véritables? Qui sont les personnes qui vont lire ce journal, en effet, pour se dire « ah bah oui, en fait, peut-être qu'il y aurait un problème ». Et surtout, et ça c'est vraiment pour mettre en exergue ce que tu disais, Anne, c'est que on peut débattre des termes, de est-ce qu'il faut utiliser race, racialisation, on peut aller jusqu'à le conscientiser, en avoir une idée de « ok, ça peut jouer comme ci, comme ça », mais concrètement, la manière où le degré du racisme dans nos gestes du quotidien, ça, je ne pense pas qu'on en prend toute la mesure. Dans les petites décisions qu'on prend, où on se dit j'essaie juste d'appliquer ce qui m'est dit, et bien sûr, ce n'est pas écrit noir sur blanc, il faut discriminer, mais dans certaines décisions prises à un moment T où la personne qui travaille peut-être dans une administration ou est pourvoyeuse d'un service ou est juste dans un mécanisme de recrutement, elle va réfléchir selon des normes qui sont établies comme des normes justes. Une personne qui recrute, en principe, elle va regarder un CV, estimer la performance, etc., sans nécessairement se dire que peut-être que tous ces critères ont été établis selon des normes masculinistes, classistes, mais qui ne disent pas leur nom, et qu'en fait, de facto, structurellement, au moment où elle est en train de prendre la décision, elle n'est peut-être pas en train de se dire « moi, je suis en train de favoriser X, Y, Z » ou défavoriser une autre personne, mais que ces démarqueurs-là ont été structurellement pensés en ayant un idéal type en tête, et qu'en fait, cet idéal de type, il ne correspond pas à toute une catégorie de personnes. Et donc, si on commence vraiment à se poser la question de nos gestes quotidiens, nos manières de réfléchir au quotidien, et là, pour le coup, toute la population, une personne noire, alors, je ne sais pas pour dire que tout le monde peut être raciste, mais des personnes noires, des personnes musulmanes peuvent en effet avoir intégré certains mécanismes qui font que
dans leur quotidien, ces structures se mettent en place, et d'autant plus des personnes qui ne sont pas confrontées au quotidien. Et on peut être conscientisé du racisme qu'on vit en tant que catégorie, en tant que personne afrodescendante, et être moins conscientisé par rapport à un racisme qui est vécu par d'autres populations discriminées, le racisme anti-tzigane, etc. Donc c'est un effort collectif, chacun à son niveau selon les privilèges, mais où se rendre compte que ça impacte notre quotidien, nos décisions, nos gestes du quotidien, ça demande encore une fois plus d'efforts que juste se dire voilà, j'écris ou je produis de la connaissance, ou voilà, c'est fortement engrainé quand on commence à parler de racisme structurel. Juste une petite dernière question avant d'ouvrir la discussion à vos questions et remarques. Le titre, c'est Undoing Race, défaire le racisme. Quel type de contribution politique ce livre académique peut avoir dans cette optique-là, dans sa réception, en fait, que vous espérez? Bonne question. Je ne sais pas si j'ai réponse comme beaucoup de. C'est pas seulement sur ce livre ou sur cette thématique. Hein, c'est toujours la question de savoir quand on produit un savoir critique, souvent académique, comment il peut y avoir des espaces, des leviers ou des espaces de transmission vers d'autres espaces. Alors, ce n'est pas aussi ce qu'on appelle politique, mais ça existe déjà comme projet politique des associations, des groupements qu'on a mentionnés et plein d'autres. J'y vois une dimension politique en fait dans le quotidien, dans nos actions, comme le disait Pamela, et c'est un travail aussi politique que d'essayer de réformer, de prendre conscience, de réformer des actions qui peuvent nous paraître très très anodines dans le quotidien. Pour ma part, j'enseigne, j'ai le privilège d'enseigner aussi à des personnes qui vont devenir travailleuses sociales, travailleuses sociaux, qui peut-être travaillent à Pôle Sud après ou dans d'autres structures. Et je trouve extrêmement important de pouvoir réellement, dans l'enseignement, dans la formation en fait de futurs professionnels, en l'occurrence du travail social, de pouvoir thématiser, faire prendre conscience et prendre conscience ensemble, parce que j'apprends plein de choses avec les étudiants et des étudiants aussi, de cette quotidienneté, de quels mécanismes, parce qu'il existe en fait, il y a plein d'étudiants qui ont certains mécanismes, de les collectiviser, de voir ce qu'il peut faire. C'est lent, je ne suis pas du tout une personne qui croit que le racisme, avec l'éducation, on s'en sort. Ça se saurait sinon que c'était la panacée. Par contre, il peut y avoir un processus que je peux qualifier de politique, qui est présent aussi dans l'éducation. Je pense que c'est possible. Après, si on regarde la politique au niveau plus large, ça reste bien sûr compliqué. Il y a des décisions qui sont prises, ça ne veut pas dire qu'elles sont mises en application. Voilà, ça reste, je pense, un vaste débat de toute manière, de savoir comment traduire une réflexion critique qui met en évidence certaines limites de notre société dans une action politique plus générale. Ça, je pense, au-delà de cette question de racialisation, c'est une question. Mais je suis sûre que tu as des bonnes idées. Tu vas nous donner les recettes. Non, par rapport à ce livre, s'il y a une chose où le b.a.-ba, s'il y avait même une personne qui n'aurait pas lu ce livre, si les gens arrivent à retenir que la racialisation et le racisme sont opérants dans l'espace suisse et qu'il faut voir là où on est, comment et où il opère, là, je pense qu'on a réussi. C'est le seul souhait. Si j'avais un souhait, ce serait ce souhait-là. Peu importe que vous ayez lu ou pas lu le livre, etc., c'est que si vous retenez qu'il y a du racisme en Suisse, que ce racisme a ses spécificités dans le contexte direct dans lequel vous et moi, on évolue, et qu'il faudrait pouvoir l'analyser selon des termes qui n'ont pas besoin d'être académiques, moi, c'est mission réussie, parce que c'était vraiment l'initiative de ce livre. Pour des personnes qui sont en effet dans des secteurs particuliers, il y a des chapitres particuliers qui pourraient directement les concerner. Ce serait super que le chapitre de Noémie Michel qui porte sur le profilage racial soit lecture obligatoire pour la police. Ce serait encore mieux que le chapitre de Villopo et Haberlein qui porte sur comment le régime d'immigration est lié au racisme, et notamment dans le cas des demandes d'asile. Si ce chapitre-là pouvait être lu par les personnes en charge de ces décisions-là et des centres de rétention, etc., ce serait encore mieux.
Après, encore une fois, il y a la lecture qui peut être une première prise de conscience, mais après, et ça c'est un peu l'esprit derrière, et c'est pas pour dire que Afrolite parvient à faire ça, mais c'est un peu ce qui me botte de manière générale quand je lis un livre, c'est que pour moi, le livre peut être un outil qui commence des discussions, des réflexions, des ateliers et de repenser justement nos manières d'être et d'agir au quotidien. Donc c'est finalement ça peut être un moment qui permet des discussions d'avoir lieu pour des personnes en effet qui, selon les secteurs et selon ce qu'elles exercent dans la vie, ont envie d'approfondir ou de questionner un aspect et ensuite d'échanger avec d'autres et ensuite de penser à des outils de comment est-ce qu'on peut faire mieux. Pour moi, c'est un peu, de manière générale, les livres sont un prétexte pour parler d'autres choses. Un grand merci aux deux autrices qui ont bien voulu accepter de venir ici, à Pôle Sud, aux collègues du Courrier. Merci encore et à bientôt. Bonne soirée.